l'officialisation de la langue tamazight et la reconnaissance de l'identité et de la langue berbère en Algérie, et ce à partir de mars 80 en Kabylie et à Alger. Politiquement, le printemps berbère, c'est le premier mouvement populaire contestataire spontané. Sur le plan social, le mouvement a permis l'émergence d'une génération d'intellectuels engagés dans le combat démocratique en général. Sur le plan culturel, le printemps berbère brise le tabou linguistique et identitaire. Aujourd'hui, la langue berbère est reconnue comme langue nationale en Algérie. Certains députés prononcent même une partie de leur discours en tamazight. La télévision publique diffuse un journal télévisé en langue amazigh et cette langue est étudiée dans les établissements scolaires primaires et secondaires. Une chaîne a même été lancée, une chaîne de télévision. Nous recevons aujourd'hui l'un des artisans du printemps berbère, Gérard Lamarie, pour revenir sur cet épisode important de l'histoire de la Kabylie, de l'histoire de l'Algérie. Gérard Lamarie, donc, tu me corrigeras si une erreur se glisse dans mes propos. Tu es né en 1958 à Rouen. Tu as effectué tes études primaires et secondaires en Algérie, à Bougie, à Gaïeuf, avant de rejoindre l'université de Tizi Ouzou, aujourd'hui appelée Mouloud Mamri, pour poursuivre tes études en sciences exactes. Tu fais partie d'une des premières promotions de cette université et à ce titre, tu as participé à la création des premiers comités autonomes d'étudiants, ceux qui ont organisé et mené les manifestations d'avril 80. Tu as également contribué à l'organisation du Printemps de Bougie, donc Printemps de Gaïeuf en mai 1981, et qui constitue un acte fondateur du mouvement culturel berbère. Tu as quitté la Kabylie en 90 pour t'installer en France, où tu enseignes les mathématiques. Donc tu es retourné à tes premiers amours. Il n'en demeure pas moins que tu es toujours resté à l'écoute de ce qui se passe en Kabylie et de l'évolution de la cause amazigh en général. Aujourd'hui, tu es là pour nous apporter un témoignage, une analyse de ces événements et de leurs conséquences, mais aussi pour partager ta perspective ou tes perspectives pour l'avenir. Merci Gérard d'avoir répondu à l'invitation toulousaine. Merci à toi, merci à la CATE, à l'association que j'aime beaucoup. Sa jeunesse dynamique est en plein élan et je suis persuadé que votre association finira par être un énorme porte-voix pour la Kabylie. Voilà, je vous remercie quant à moi, à vous tous, d'être ici parmi nous. Quant à mon propos, bon, effectivement, j'aborderai le printemps 80 comme acte fondateur du mouvement berbère en Kabylie, mais c'est aussi un mouvement fondateur à l'extérieur de la Kabylie, puisque le 20 avril 80 est célébré au Maroc, il est célébré chez les Chaouis, en Libye aussi. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, la Kabylie se trouve un tout petit peu, je dirais, entre une déliquescence entamée et une appréhension d'un autre acte fondateur, je vais parler de ça. Bien sûr, il m'était possible de vous proposer une intervention fermée, commémorative, et puis à la fin, on fait la fête. J'ai préféré une autre démarche, celle qui laisse la place libre aux échanges. Je vous suggérerai donc des propos ouverts, critiques aussi, critiques envers nous aussi, les erreurs qui ont été commises, ce qu'il faudrait corriger pour l'avenir. Voilà, je vous propose donc un certain nombre de points. Je commencerai par resituer le mouvement de 80 dans l'histoire. A-t-il débloqué l'histoire en Afrique du Nord? Je dirais dans un premier temps oui, mais dans un second temps, on est resté cantonné
à une certaine façon de faire. Je dirais que nous avons peut-être manqué à un moment donné d'une pensée transcendante, j'en parlerai plus amplement tout à l'heure. Que reste-t-il aujourd'hui des idéaux de 80? Autre question que nous devons nous poser. Et en filigrane, quel est le chemin parcouru? Quel est le bilan de tout ça? Quel est l'état des lieux du berbère en Kabylie et en pays Tamazra? La Kabylie est une nation, pourquoi elle ne s'affirme pas en tant que telle aujourd'hui? Faut-il franchir le pas et proclamer un État kabyle? Voilà, toutes ces questions-là seront abordées dans mon propos. Un bref état des lieux aujourd'hui pour appuyer ce que je viens de dire. En Kabylie, à chaque visite, je l'ai constaté, mais vous aussi, très certainement, à chaque visite, on a l'impression que la situation se désagrège continuellement, qu'elle ne s'arrête jamais. Côté visible, quelques petits exemples pêle-mêle, que tout le monde connaît. L'état de droit est une fiction en Kabylie, particulièrement en Kabylie, mais dans les autres régions aussi. Le terrorisme résiduel est permanent, et là c'est strictement pour la Kabylie. Des enlèvements, on ne voit ça qu'en Kabylie. Incendies réguliers des forêts, des oliveraies, on ne voit ça qu'en Kabylie. Routes abandonnées, pas de projet, blocage, empêchement des investisseurs, que sais-je encore. Éducation sinistrée, fuite à l'étranger, hein, je ne vais pas continuer la liste, sinon vous allez vous jeter par les fenêtres. Bon, on est au rez-de-chaussée, c'est pas grand-chose, mais bon. Voilà, ça c'est le côté visible. Mais il y a aussi le côté invisible. Le peuple kabyle est aujourd'hui déboussolé. Il a perdu ses codes. On ne prend plus les codes. Voilà. Déliquescence des valeurs, islamisation rampante. On est en train d'assister à une auto-régression continuelle et qui a de quoi donner le tournis. Pourquoi tout ça? C'est ça que nous allons essayer d'expliquer. Mais avant tout, resituons quand même le mouvement de 80-81, c'est un ensemble finalement. Avant tout, il est nécessaire donc de revenir sur les années 70 et de planter le décor des années 70. Et j'ai toujours appelé ces années-là les plus belles années de la sécurité militaire. Deux évolutions antagoniques et conflictuelles peuvent être observées dans ces années 70. D'un côté, donc, resserrement des libertés, à tel point que les taux deviennent insupportables pour les jeunes universitaires. Alors, quelques exemples, là, enlèvement, disparition d'opposants, mise au pas des velléités syndicales, interdiction et dissolution de l'UNIA, l'Union nationale des étudiants algériens. On a mis sur pied une liste fermée de prénoms arabo-islamiques, et beaucoup de prénoms berbères ont été donc éjectés de cette liste officielle des prénoms adoptés. Passage à tabac par les gendarmes des gens qui ne jeûnaient pas, des choses comme ça. Arrestation des couples, on leur demandait l'acte de mariage. Voilà, donc le plafond était vraiment très très bas, et la jeunesse était vraiment étouffée. Parallèlement à cela, donc, un frémissement est venu, notamment du côté des berbéristes, avec Yagalaoui Mazirin, de l'Académie berbère, conscientisation des jeunes à travers la revue Bertège, essor de la chanson engagée, théâtre de Kateb Yassine, etc. Donc, il y avait quand même une réaction, mais qui était très difficile pour l'époque, parce qu'il n'y avait pas de liberté quand même. Il fallait vraiment s'imposer. Tout cela a amené ce que j'appelle les prémices de 1979. 1979, donc là je vais parler de l'université de Tizi Ouzou. Et je tiens à dire que le centre névralgique du mouvement berbère et démocratique dans ces années-là était vraiment dans l'enceinte de l'université de Tizi Ouzou. Il n'était pas ailleurs. Après, il y a eu des mouvements qui ont répandu par écho.
les usines, les lycées, etc. Mais le centre névralgique, c'était vraiment l'université de Tizi Ouzou, et ses principaux acteurs étaient des étudiants, et avec quelques enseignants qui étaient à l'époque affiliés, pour certains au FFS et pour d'autres au PRS. PRS, c'est le Parti de la Révolution socialiste, qui était un peu maoïste, je dirais, à l'époque. En 1979, l'université de Tizi Ouzou comptait moins de 2000 étudiants, c'est-à-dire très peu, moins de 2000 étudiants. Et en 2 années, puisque l'université a ouvert ses portes en 1977, en 1977 il y avait 500 étudiants. En 2 années d'existence, la rencontre des jeunes des wilayas avoisinantes, à savoir Bouiara, Bougie et Tizi, a fini par être fusionnelle entre ces jeunes-là, et il y avait une confiance mutuelle extraordinaire. C'est pour ça que peut-être des choses ont pu se faire. En fait, nous étions entre Kabyles, et cette donnée allait vraiment favoriser la connivence transrégionale, je dirais. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y avait une confiance absolue entre nous tous. Aujourd'hui, l'université de Tizi Ouzou compte 50 000 étudiants. 50 000. Et paradoxalement, elle a un poids politique considérablement amoindri aujourd'hui. C'est-à-dire que le poids politique de l'université de Tizi Ouzou avec 50 000 étudiants est plus faible que celui qu'elle avait avec seulement 2 000 étudiants. Donc il y a eu des pertes de confiance, notamment. Qu'est-ce qui a fait que nous nous sommes soudés tous les uns aux autres? Eh bien, c'est les interdits successifs. Ça a commencé par des interdictions d'activités culturelles. On a interdit de gala d'Aït-Miguelet, on nous a interdit la guerre de 2000 ans de Katipiassine, etc. Et le pouvoir central s'ingérait même dans les affaires étudiants-étudiantes. Même faire passer une pièce de théâtre uniquement pour les étudiants, celle qu'on voulait, c'était pas possible. C'est dire à tel point la chape de plomb était forte, et à tel point la dictature était là, on la vivait tous les jours. Et ceux qui n'ont pas connu la dictature, ils ne pourront pas comprendre peut-être. C'est-à-dire qu'on avait du mal à respirer. À Alger, par exemple, on parlait le kabyle en cachette, on avait du mal à le parler ouvertement, même les gens les plus courageux avaient quand même du mal parce qu'on n'était pas sûr, rien n'était sûr. C'est tout ça la dictature, cette oppression au jour le jour. Donc au bout d'un moment, il y a eu un ras-le-bol. À la moindre provocation, on était prêt à jeter notre dévolu sur la lutte. Ça a commencé tout simplement par des problèmes socio-pédagogiques qui n'arrivaient pas à se régler. On a créé un comité en dehors des structures officielles, à l'époque c'était l'UNJA, et étant donné que nous avons créé un comité autonome en dehors des structures, alors là, aucune écoute. On était reçus nulle part, etc. Et ça a occasionné 1 mois de grève totale à l'université de Tizi Ouzou. Et là, je parle d'octobre, en novembre 1979. On ne peut pas comprendre 80 sans comprendre cette période-là. Et les qualificatifs usités contre nous étaient incroyables. On était manipulés par Hassan II, on était manipulés par Giscard, on était des contre-révolutionnaires. Mais bon, l'université était très soudée et ces arguments n'ont pas fonctionné. Et au bout d'1 mois de grève, ils ont été contraints d'accepter de nous rencontrer et de satisfaire à nos revendications qui étaient socio-pédagogiques d'une part, mais surtout, la principale, c'était la reconnaissance d'un comité étudiant autonome, qui ne dépend pas des structures du FLN. Et ça, c'est vraiment une première en Algérie. Vraiment une première. Nous étions le premier comité autonome à être reconnu. Donc, d'emblée, on s'est mis au travail. La première activité que nous avions organisée, c'était celle de Yinnayel, le 12 janvier 80. Et la première célébration Yinnayel a eu lieu à l'université de Tizi Ouzou, le 12 janvier 1980.
pas avant. Et je me souviens que les filles, on ne parle pas beaucoup de filles, et moi j'aimerais, enfin je les réhabilite quand même dans ma mesure, hein, avec mes petits moyens. Elles ont beaucoup travaillé. Cette journée de Inayer, on la doit beaucoup aux étudiantes de Tizi Ouzou. Elles étaient toutes habillées en kabyle, elles étaient magnifiques, elles sont occupées de la logistique, de l'organisation et de tout. Et ça s'est passé sans encombre. Deuxième action prévue, nous avions appris que Mouloud Mabri venait de sortir son bouquin Poème kabyle ancien. Nous l'avions donc invité pour donner une conférence qui devait avoir lieu le 10 mars 80. Et pour nous, c'était vraiment anodin. Un poème kabyle ancien, il parlait en fait, il s'agissait pour lui de donner une conférence sur les poèmes du XVIIe siècle, du XVIe siècle, etc. C'est-à-dire, il n'y avait rien de suspect. Et je me souviens qu'à Tizi, à l'université, on avait mis une simple fichette rédigée de manière manuscrite, on n'avait pas de moyens importants pour diffuser l'information, pas de radio, pas de papier distribué, etc. C'était juste une simple affichette au niveau de l'université. Et nous étions très surpris de l'assistance. Il y avait entre 1000 et 2000 personnes pour cette conférence. Il y avait des voitures immatriculées à Alger, des voitures immatriculées à Bougie, à Bouéra. Tout le monde était venu assister à cette conférence. Et à tel point que c'était au restaurant universitaire qu'il s'est avéré exigu pour contenir tout le monde, et on a sorti des haut-parleurs à l'extérieur pour que les gens puissent suivre sa conférence. C'était vraiment très émouvant. Et puis nous avions attendu, et puis au bout d'un moment, on a appris qu'il avait été arrêté sur la route et que sa conférence était interdite. Et là, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Le soir même, nous nous sommes réunis en catimini et on a décidé d'une marche pour le lendemain. On a réuni les étudiants le lendemain matin, à 10h, assemblée générale. Et au bout il n'y a eu que 2 interventions. La première intervention a expliqué ce qui s'est passé, a resitué la journée de la veille, et la deuxième intervention a proposé de sortir dans la rue. Et tous les étudiants se sont levés comme un seul homme et nous sommes sortis manifester à Tizi. Et je me souviens qu'il y avait des policiers dans la salle, ils étaient très très surpris par la rapidité de la décision. Ils couraient partout avec leur talkie-walkie pour nous barrer, pour appeler leurs acolytes et nous barrer le chemin. Ils ont tenté un petit barrage, mais bon, on était très nombreux et ils n'ont pas eu le temps de s'organiser. Et cette marche du 11 mars 80, elle est vraiment fondatrice et c'est une marche historique. Je me souviens, on était peut-être 600 manifestants au départ. On a fait tout le tour de Tizi, on est passé par le lycée Amir-Roche notamment. Et à la fin de la manifestation, on était peut-être 2000, 3000. Tout le monde est venu nous rejoindre spontanément. Et il y avait des femmes qui faisaient des you-you, c'est le Hollywood sur les balcons. Et ça, je me rappelle, c'est un moment mais vraiment inoubliable. J'avais les cheveux qui s'hérissaient. On était électrisés de bonheur. Et nous sommes revenus donc à l'université et on a improvisé un meeting populaire. Et les mots d'ordre de cette manifestation, c'était rétablissement de la conférence, Naya Silbata, voilà. Et les jours suivants, des motions de soutien, on recevait des motions de soutien de partout, qui étaient signées étudiants kabyles d'Oran, étudiants kabyles de Constantine, étudiants kabyles de Mostaganem, etc. Et le mot kabyle revenait à chaque motion. Et c'était des motions très fortes pour certaines. Et la Kabylie va se libérer, on recevait du courrier de cette teneur-là. Et à tel point que, nous, on cherchait à
aménager quand même un tout petit peu le pouvoir, pas trop bousculer, et à tel point que certaines mentions, on ne les avait pas affichées, tellement elles étaient violentes contre le pouvoir. Et à partir du 11 mars, spontanément, des manifestations partout en Kabylie. Là, à Michael, à Saint-Michel, etc., les lycéens dehors, à Akbou, à Bougie, la Kabylie s'est enflammée, mais vraiment, il y avait des manifestations continuelles, à tel point qu'on ne savait plus où on en était. Tous les jours, on nous rapportait des informations en ce sens. Pour consolider tout ça, on a organisé une deuxième manifestation le 26 mars, parce qu'il y avait déjà 2 détenus. Et la manifestation du 26 mars était essentiellement pour faire libérer les 2 détenus. À l'époque, c'était Shmi Moukran et Apotarskin. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu que il fallait sortir de la Kabylie. En Kabylie, on nous laissait faire, il n'y avait pas la presse étrangère, il n'y avait pas les médias. L'idée est venue de sortir sur Alger. Et on est donc sorti sur Alger. Manifestation, place du 1er mai, le 7 avril 80. On n'était pas nombreux, on était à peu près 600 parce qu'ils avaient bloqué tous les transports de Tizi, ils avaient bloqué les transports de Boumerdes aussi. Et ils avaient tout cloisonné. On a pu être 600, quoi, à peu près 600. Et là, la répression a été absolument féroce. Vraiment. Et personnellement, j'ai pu en réchapper par miracle, mais ils ont arrêté tous les copains. Tous les copains ont été arrêtés et malmenés ce jour-là. Et c'est cet événement qui a déclenché l'occupation de l'université de Tizi Ouzou. L'université de Tizi Ouzou occupée de manière illimitée. Et c'est au sein de l'université que tout s'est structuré, qu'on a développé les axes, la stratégie. Et au niveau des axes, donc, il y avait 2 axes. D'un côté, le problème culturel, c'est-à-dire lever le tabou berbère, ouverture aux médias, chaîne kabyle avec des fréquences de diffusion plus puissantes, une télé en berbère, droit à l'écriture. Vous vous rendez compte, on demandait même le droit à l'écriture. Ça peut paraître incroyable, droit à l'écriture. Et puis, deuxième axe, qui était plus politique, il était consacré aux libertés démocratiques, liberté d'expression, liberté de la presse, les journaux, écriture objective de l'histoire, tout ça. Et pour ce mouvement de 80, il y a un autre événement, je dirais, déclencheur aussi. On n'en parle pas, mais ça jouait quand même dans l'imaginaire des gens, ça j'en suis persuadé. C'est la grève des baptistes, donc qui a commencé en décembre 1979 et qui s'est terminée à la mi-janvier 80. Alors les baptistes, c'est les arabistes qui ont fait une grève nationale pour exiger l'arabisation totale de l'administration. Et ils ont eu gain de cause très facilement. Le FLN même les aidait à organiser des manifestations, et les a aidés à organiser leur grève. Donc pour nous à l'époque, si vous voulez, l'État était en quelque sorte un balancier, puisque les arabistes ont poussé pour imposer l'arabisation de l'administration, pour nous, il fallait le pousser dans l'autre sens pour la reconnaissance de la langue et de la culture berbère. Bon, dans l'imaginaire, je suis persuadé que ça a joué. Donc l'université s'est organisée en commission de vigilance, commission d'information, commission des relations extérieures. Et là encore, je tiens à rendre un grand hommage aux filles qui ont joué un rôle vraiment déterminant, notamment pour la vigilance, parce qu'elles sont l'enceinte de l'université était gardée généralement par des filles la nuit pour stopper une répression éventuelle. Et puis en même temps, c'était symbolique. Si les forces de l'ordre
cherchaient à pénétrer par la force de l'université, s'ils trouvaient des filles devant eux, ce serait vraiment un grand scandale. Bon, ils l'ont fait quand même. Hein. Donc je tiens à dire leur rôle très important. Et puis au niveau des mots d'ordre, c'était des mots d'ordre généreux. On revendiquait aussi l'arabe algérien. On a tendu la perche aux autres régions. Berbère plus arabe algérien, langue nationale. Mais bon, on n'a jamais eu de retour par rapport à cette histoire d'arabe algérien. Quelle était la stratégie, quelle était la forme d'organisation à l'époque? Alors, côté stratégique, bon, mouvement pacifique, on disait même pacifique et non violent, pour appuyer la chose. Défense de l'unité nationale, ça faisait partie de la stratégie. Combat contre l'unicité, donc à l'unicité on opposait la diversité. Et le mouvement était vraiment ouvert et moderne. Je dirais, bon, globalement, le mouvement était, entre guillemets, légaliste, mais très franchement, hors des structures de l'État. Forme d'organisation, maintenant, mouvement autonome, avec son comité anti-répression. Et cette forme ressemblait beaucoup, je dirais, à mai 68. Massif, ouvert, et il était ouvert à tout le monde. Tout le monde était accueilli dans ce mouvement. Il y avait même une extrême minorité d'arabophones qui étaient dans le mouvement. Principaux mots d'ordre, donc Tamazight, pulse arabe algérien, dialogue national pour les libertés démocratiques. La berbérité fait partie des constantes nationales. Du 7 avril au 20 avril, l'université de Tizi était vraiment une fourmilière, des délégations de partout, des activités culturelles non-stop. Je disais l'autre jour qu'on pouvait assister à 3h du matin à une troupe de théâtre, à 8h du matin à un récital, à 4h de l'après-midi à une conférence. Il y avait des activités 24h sur 24, et toutes les personnes interdites, eh ben, on les a programmées. Et on s'est aperçu qu'il y avait un nombre incroyable d'artistes interdits à ce moment-là, à tel point qu'on avait même du mal à les programmer, et même en faisant des activités 24h sur 24, c'est dire. Et aussi, on avait un bulletin d'information qu'on diffusait tous les jours à midi. Alors, comment ça s'est passé? Étant donné qu'il y avait tout le temps des manifestations partout, en Kabylie, et puis des gens venaient nous demander des informations ou nous donner des informations. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, l'Allemagne de l'État, qu'est-ce qui s'est passé en Chili, etc. Et puis on a décidé donc, un jour où il y avait beaucoup de 2 ou 3 jours après le 7 avril, un jour où il y avait beaucoup d'affluence, on a monté une estrade et puis on a donné aux gens, mais c'était nombreux, 3000, 4000. On a diffusé le bulletin d'information, et on donnait les informations dont on avait la connaissance. Et puis on demandait aussi aux gens, ceux qui avaient des informations nouvelles, de les diffuser. Et donc, ils diffusaient des informations au niveau de ce bulletin de midi. Et tout le monde l'a su très rapidement. Dès que quelqu'un avait des informations importantes, il venait à midi, il savait qu'il pouvait les diffuser à tout le monde en direct. Voilà, bon, ça a duré jusqu'au 20 avril. Et puis, il y a eu l'intervention, bon, je ne vais pas m'étaler trop sur ça, l'intervention que vous savez, et puis la réaction de la population qui a été immédiate. Ça, avec les 3 jours d'émeute à partir du 20 avril. Beaucoup d'arrestations. Parmi les 24 détenus, alors, je dirais, il y avait une moitié étudiante, une partie des enseignants et une partie des médecins, globalement. Les tranches d'âge, ça allait de 20 ans, le plus jeune avait 20 ans. 20 ans, courte sûreté de l'État, atteinte à la sécurité, c'est-à-dire qu'il pouvait... il y avait beaucoup, entre 20 et 23 ans, c'était la majorité.